aujourd'hui, nous sommes pour Rive 54, alors c'est assez loin, nous sommes dans les Vosges, dans la commune de Grand, et en compagnie de Thierry de chez Le Prêtre. Déjà, je vais vous demander de nous présenter votre fonction, s'il vous plaît. Alors je suis conservateur au conseil départemental des Vosges et en particulier pour le musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal et aussi le site de Grand et le site de Domrémy. Alors, on démarre dans la visite de Grand. Il y a l'église derrière vous. Je vous laisse nous dire pour quelle raison on démarre ici. Alors l'église de Grand, en fait, elle est au centre du village actuel de Grand, mais aussi à l'emplacement du centre supposé de l'agglomération antique, puisqu'on a sous cette église une résurgence, en quelque sorte une source, qui a été mise en évidence dans les années 90 à l'occasion du mécénat technologique d'EDF. Et cette église est sans doute, comme c'est souvent le cas, installée sur un ancien lieu de culte antique. Alors nous sommes ici juste à côté de l'église, au niveau de la place du village, avec cette église Saint-Libert qui est implantée sur une source très ancienne, une église qui a été construite à la fin du Moyen Âge, qui a subi déjà beaucoup de restaurations, mais on voit derrière moi un contrefort. Ce contrefort a commencé à se désolidariser en fait de la maçonnerie, sans doute en relation avec un sol qui est très meuble, très instable, parce qu'il est gorgé d'eau, tout simplement. Alors nous sommes actuellement ici, au niveau du belvédère archéologique, qui est implanté à côté du chantier de fouilles de la rue du Ruisseau, qui est mené depuis 2010 et qui nous permet de mieux comprendre ce secteur situé devant les remparts et à proximité des thermes de l'amphithéâtre. Donc on voit ici l'ensemble de l'agglomération telle qu'elle est reconnue un petit peu par les fouilles, mais aussi essentiellement par les prospections géophysiques qui nous ont permis de reconnaître à peu près 60 hectares d'habitat avec des voies. Ces voies convergent, on le voit ici, vers le centre de l'agglomération. On a vu tout à l'heure l'église, donc l'église qui est au centre de cette ville. Et c'est au niveau de cette église que converge tout un réseau d'aqueducs souterrains qui devait alimenter un bassin, alors qui n'a pas encore été observé, mais qui est supposé à partir de l'ensemble de ces observations. L'enceinte, la fortification, protégeait sans doute le centre de la ville antique, avec une surface totale d'environ 18 hectares et 18 tours qui sont implantées tous les 80 mètres en moyenne. Alors l'amphithéâtre de Grand est implanté un petit peu en périphérie de l'agglomération, ça c'est logique. On retrouve ça dans toutes les villes romaines, d'abord parce qu'il fallait beaucoup de place, et puis aussi parce qu'on voulait un petit peu isoler cet édifice de spectacle par rapport aux habitats. Donc on va le découvrir maintenant. Alors d'ici, on voit très bien l'environnement un petit peu naturel de Grand. C'est un beau site paysager avec beaucoup de sentiers de randonnée qui traverse notamment cette forêt. Donc cette forêt est vraiment immense qui devait exister en partie dès l'Antiquité et qui a été entretenue jusqu'aux époques les plus récentes. Alors pendant très longtemps, les seuls éléments visibles qui émergeaient de terre, c'était ces deux arcades qui sont en réalité les contreforts des gradins de l'amphithéâtre, puisqu'il ne s'agit pas d'un amphithéâtre complet, mais d'un semi-amphithéâtre qui avait déjà une capacité estimée entre 16 000 et 18 000 spectateurs, ce qui est déjà énorme. Alors ces arcades, un peu par le hasard, elles ont subsisté au long des siècles et elles ont frappé l'imagination dès les premiers archéologues au XVIIIe siècle. Au XIXe, on a beaucoup de représentations de ces arcades, donc sous un angle plutôt pittoresque. Et puis il faudra attendre les années 1970 pour que le dégagement de l'amphithéâtre débute, et ce qui permettra en fait de révéler l'ensemble de l'élévation de ces arcades et puis l'immensité en quelque sorte de cet édifice de spectacle. Voilà Thierry, cette fois-ci on est rentré vraiment à l'intérieur des coulisses, on va dire, parce qu'on se trouve où là?
Là, on est dans une loge, en quelque sorte. Donc, on appelle un carcérès. Donc, le terme d'incarcération en français en provient. Donc, ça signifie bien que c'est un endroit pour enfermer. Alors, enfermer quoi? Des animaux, peut-être. Hein, les animaux donc, qui participaient au jeu de l'amphithéâtre. C'était également peut-être des loges techniques et puis les loges des gladiateurs qui venaient aussi se produire dans l'amphithéâtre. Donc là, on est quoi? Dans la partie coulisses, on pourrait dire, parce qu'il y a plusieurs loges, hein, si on regarde. Hein. Voilà, Il y a alors même un numéro derrière vous. ces loges donc donnaient sur un corridor qui était quand même un accès public. Ce corridor permettait d'accéder aux rangées de gradins les plus bas et il y avait également un accès qui était possible par l'extérieur puisqu'on a un amphithéâtre qui n'est pas réalisé de plein pied mais qui est encaissé dans un vallon. Donc ça permettait des accès différenciés pour cette raison. Je reste un petit peu quand même sur ces loges. C'est impressionnant. Donc il y avait des hommes. Est-ce qu'on a retrouvé des portes? Comment ça se passait? Est-ce qu'ils étaient prisonniers jusqu'au combat ou est-ce qu'on les amenait? Parce qu'il y avait certains gladiateurs qui étaient peut-être connus. Je ne sais pas si ça se dit comme ça à l'époque, mais Si, parce qu'en quelque sorte, ces gladiateurs étaient des artistes. voilà. Bon, certains pouvaient se retrouver esclaves, mais la plupart étaient des hommes libres. Et donc, on considère qu'effectivement, ils étaient en quelque sorte là pour se produire. On avait des corporations qui permettaient de les rassembler avec donc des personnes qui organisaient tout ceci. Donc, ces loges devaient fermer. Alors, la plupart des matériaux, même le fer, ont été récupérés dans l'Antiquité. Donc on ne les a pas, mais il faut imaginer, oui, un système de grilles ou de portes en bois. Alors, moi, je vais juste aller vers le chiffre parce que je trouve ça, je vous l'ai dit, je trouve ça émouvant parce qu'il faut imaginer que c'est quelqu'un qui l'a frappé il y a combien d'années alors ça? Alors, c'est un amphithéâtre qui a été élevé à la fin du 1er siècle, au début du second, et qui restait en activité sans doute au moins jusqu'au milieu du 4e siècle. Donc ça fait quand même une fréquentation très importante dans le temps. Alors, on va changer bien sûr de décor, mais j'ai des tas de questions. Mais est-ce qu'on a retrouvé, par exemple, pas des graffitis, je ne sais pas comment on dirait, mais des traces du passage de gladiateurs qui auraient mis des lettres, des chiffres, des choses comme ça? Comment ça se passe quand on fouille cet amphithéâtre? Alors quand Roger Bioret, qui est le principal archéologue qui a fouillé ici, avec l'aide aussi de Jean-Paul Berthaud, quand ces archéologues, aidés aussi par Albéric Olivier, ont mis au jour tous ces vestiges, effectivement, ils ont trouvé des objets de la vie quotidienne Mhm. qui avaient été abandonnés par à la fois le public qui a fréquenté l'amphithéâtre, mais aussi sans doute par les gladiateurs. Parmi ces objets, des petits dés en os qui montrent que voilà, parfois on avait un petit peu de temps à perdre et donc on jouait aux dés. Donc un aspect finalement vraiment très, très, très banal. Voilà, Thierry, on en profite un peu pour parler de la façon de la construction, tout simplement, parce que là, il y a différents types de blocs, hein, on va dire. Voilà. L'amphithéâtre donc a été construit à la fin du premier, début du second, mais on pense que cette partie, donc la partie ouest, a dû subir sans doute au second siècle d'importants désordres, voire une destruction partielle, qui a amené les constructeurs à renforcer en particulier le corridor. Donc à l'origine, on n'avait sans doute que des petits blocs de ce type, donc un parement constitué d'éléments de moellons plutôt de petite taille. Et donc on a doublé en quelque sorte ce premier mur par ces gros blocs, ces blocs qui permettaient d'asseoir beaucoup plus l'ensemble du monument et de faire face surtout à la pression exercée par la masse énorme des gradins. On peut imaginer que c'est l'évolution technique aussi, et du coup, peut-être du matériel qui arrivait, des façons de tailler la pierre aussi, qui ont permis d'avoir de gros blocs. Alors, peut-être qu'effectivement, on a trouvé des carrières à proximité qui livraient ce type de blocs, ces blocs étant plus tendres, plus faciles à débiter. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu, plutôt que de reconstruire toute cette partie de l'amphithéâtre selon la même technique, eh bien, renforcer avec des blocs de grande taille. Donc ces blocs de grande taille
sont plus fragiles en général, et c'est la raison pour laquelle on les a protégés par cette structure en bois. Et on le verra un petit peu plus tard dans le village, il y a certains de ces blocs qui se retrouvent dans des constructions hein, de la commune. Voilà, parce que donc on a évoqué tout à l'heure le IVe siècle, sans doute la fin de la fréquentation de l'amphithéâtre. Donc quand l'amphithéâtre est abandonné, il est sans doute toujours fréquenté, mais par des récupérateurs de pierres pour construire des maisons, pour construire d'autres bâtiments. Et ça, sans doute, tout au long du Moyen Âge, et même jusqu'à une époque assez récente. Et on verra effectivement l'église qui en témoigne. Cette fois-ci, on va découvrir, je vais dire, l'aspect spectacle, parce qu'on rentre où maintenant? Alors on arrive dans l'arène. Donc cette arène qui est un espace assez gigantesque qui permettait donc la tenue de spectacles. Donc ces spectacles, comme dans tous les amphithéâtres, étaient des spectacles de combat de gladiateurs. Alors, on a une image souvent héritée un petit peu du 19e siècle s'agissant de la gladiature, mais la gladiature, il faut rappeler qu'à l'origine, c'est très proche des arts martiaux. On est plutôt dans le registre de la démonstration que du combat. Alors, le sang pouvait couler, bien évidemment, mais en tout cas, c'était surtout une démonstration de technique et de force. Donc on a deux exemples de gladiateurs hein, parmi tous ceux qui sont connus. La gladiature, c'était quelque chose de très codifié. Donc à gauche, le sécutor, à droite, l'oplomaque, avec chacun une technique particulière. Et puis donc un casque, un ensemble une panoplie en quelque sorte aussi, lance, bouclier, protège-cheville, pour le reste de l'équipement. Voilà. Donc, traditionnellement, on sait, même si on n'a pas de témoignage direct hein, des spectacles qui étaient organisés ici à Grand, on sait que traditionnellement, donc, des spectacles de gladiateurs devaient être organisés assez régulièrement, mais ça ne suffisait pas, en quelque sorte, à combler l'ensemble de la programmation. On était dans un édifice de spectacle, hein, donc il faut imaginer d'autres formes aussi de spectacle, et en particulier des combats d'animaux. Donc ces animaux, c'était à la fois des espèces locales, l'ours qui était présent encore dans les forêts avoisinantes évidemment, le sanglier, autre espèce locale, le loup aussi peut-être, et puis des espèces qui étaient importées, comme le tigre ou la panthère. On verra tout à l'heure la mosaïque de la basilique. Cette mosaïque évoque justement la présence de ces animaux à la fois espèces indigènes et puis des espèces donc importées. Je reviens un petit peu sur les gladiateurs, parce que vous expliquez qu'il y a différentes catégories, ça fait penser un petit peu aux sportifs aussi, mais c'était toujours des esclaves ou c'était, je reviens à un mot qui n'est pas approprié, mais à des vedettes de la région, ou je ne sais pas trop? Ah oui, on peut considérer qu'effectivement, on avait donc des équipes de gladiateurs et qu'au sein de ces équipes, on avait des combattants qui étaient très expérimentés et qui se vendaient en quelque sorte. Alors, étaient-ils libres? Dans la Ouais. plupart des cas, on le pense. D'accord. Enfin, je pensais aux esclaves, parce qu'on a toujours l'imagerie à Rome, c'est les esclaves qu'on envoie se battre entre eux, ou des choses comme ça, mais là, ils sont Alors, libres alors, vous diriez? il y avait sans doute de tout, hein. Et puis ça a aussi pas mal évolué dans le temps, mais on avait des esclaves, sans doute à certaines époques, on avait des condamnés en quelque sorte, mais on avait aussi des hommes libres qui donc prenaient place dans des équipes. On avait des organisateurs en C'est fait excellent. de combats de gladiateurs. Ouais. Et ces gens étaient parfois très connus et venaient parfois de très loin, puisqu'on avait des équipes plus ou moins réputées. C'est vraiment impressionnant. Juste autre chose d'impressionnant, c'est une fois qu'on rentre dans l'arène, le son, c'est plus du tout le même. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous appelais pour discuter un petit peu, il y avait de l'écho, mais on imagine 17 000 personnes en train de hurler pendant les combats ou les choses comme ça devait être une ambiance folle, non, quand même? Alors l'espace était effectivement un espace qui était conçu pour avoir une bonne acoustique. C'était Voilà. indispensable dans un édifice de ce type. Alors après, cette acoustique a sans doute évolué. D'abord parce qu'il manque plusieurs mètres d'élévation.
à cet amphithéâtre. D'accord. Et puis, on a substitué à la pierre du bois. Donc, on a créé finalement un monument qui, au niveau acoustique, répond différemment. Pour autant, il est probable que les architectes ont pensé à cet aspect et qu'il était indispensable eh bien, qu'on puisse entendre les cris, les commentaires des combattants dans l'ensemble de l'amphithéâtre. On parlait de combats, de choses comme ça. Est-ce qu'il y avait des spectacles de théâtre, par exemple, potentiellement ici? Alors ça, c'est l'une des questions en fait qui nous anime beaucoup à Gand, puisque dans l'équipement classique d'une ville, on a normalement d'abord un théâtre et dans certains cas seulement un amphithéâtre, puisque l'amphithéâtre est en pratique réservé à la capitale de cité. Il n'y en a pas beaucoup des amphithéâtres en Gaule. Donc il y avait 60 cités en Gaule romaine, il y avait 60 amphithéâtres, c'est tout. Or ici, on n'est pas dans une capitale. On est dans une agglomération peut-être très importante, mais en tout cas pas une capitale. Donc pourquoi un amphithéâtre? C'est la question qu'on se pose. Et surtout, pourquoi pas de théâtre? Ça, c'est beaucoup plus fréquent, comme je le disais. Alors la raison, elle est peut-être toute simple, peut-être qu'on ne l'a pas trouvée d'abord, Ouais. et puis peut-être aussi qu'à un moment, l'amphithéâtre a eu un usage mixte avec une scène amovible en bois, on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça, permettant aussi de donner des représentations théâtrales, en particulier du théâtre religieux. On sait que celui-ci était très important dans le monde antique et en Gaule comme ailleurs, avec des dates, des dates, donc des fêtes religieuses. Il fallait honorer l'empereur, il fallait honorer les dieux. Donc toute l'année était scandée en quelque sorte par ces fêtes. 16 à 18 000 spectateurs, ils venaient d'où en fait? C'est tous les villages alentours ou c'était une grande ville ici peut-être? Alors, c'est là où l'archéologie commence à apporter quelques éléments de Ouais. réponse, puisque grâce en particulier aux fouilles, mais surtout aux prospections géophysiques, on a une idée plus précise de la taille de cette ville qui, à son apogée, devait atteindre à peu près 60 hectares. Alors, d'un côté, donc 60 hectares à son apogée, Mhm. de l'autre, une jauge entre 16 000 et 18 000, bah, c'est cohérent. Donc on peut imaginer que la plupart des spectateurs, en quelque sorte, qui venaient ici, venaient de la ville de Gand, D'accord. complétés éventuellement, effectivement, par les villages aux alentours. Une question qui va sans doute vous paraître idiote, mais il y avait une entrée, on payait quelque chose pour voir le spectacle ou c'était, je sais pas, les autorités qui offraient ça pour le peuple? Alors, on n'a pas forcément beaucoup de témoignages, mais on sait qu'il y avait des mécènes, qu'on appelle des évergettes, D'accord. qui construisaient ces amphithéâtres et qui parfois aussi payaient les représentations. Parce que tout ça coûtait évidemment Oui, beaucoup oui. d'argent, à la fois l'entretien puis l'organisation des spectacles. Donc ça, c'était plutôt oui, une forme de mécénat. Après, on a retrouvé aussi beaucoup d'indices en archéologie autour de l'amphithéâtre qui nous montrent qu'on avait des boutiques. Donc on devait pouvoir s'acheter à manger, peut-être des produits dérivés, comme on les appellerait Mhm. aujourd'hui, donc une façon aussi indirecte de financer un petit peu cette activité. On vient de rentrer dans l'entrée, on va dire, de l'accès pour l'amphithéâtre et on découvre justement ce que vous disiez, des dés et d'autres choses, hein. Voilà, donc certains de ces objets ont été retrouvés dans les vestiges de l'amphithéâtre. Donc ce sont des jeux. Donc on avait des pions en os ou en pâte de verre, comme ici, notamment pour jouer à la marelle. Donc un jeu finalement qui existe encore aujourd'hui et qui tire son origine dans l'Antiquité. On avait aussi des dés en os qui permettaient eh bien, de jouer avec ce type d'objet. On a retrouvé aussi beaucoup de monnaie. C'est normal puisqu'on avait une activité commerciale au sein de cet amphithéâtre. Et puis parfois aussi, mais ça c'est dans l'histoire, disons, plus tardive de l'amphithéâtre, des petits dépôts, c'est-à-dire qu'on a caché des petits trésors de monnaie, sans doute pour revenir les chercher un petit peu plus tard. Juste à côté, je vous laisse nous présenter les objets qu'on découvre. Alors, parmi les nombreux objets qui ont été retrouvés dans l'amphithéâtre de Gand, on a tout simplement des parures, des bijoux, comme ici, donc ce qu'on appelle des fibules, ce sont des espèces d'épingles à nourrice,
un petit couteau aussi en ivoire, et puis des épingles. On sait que les femmes gallo-romaines en mettaient beaucoup dans leurs cheveux. Elles avaient des espèces de chignons, c'était des coiffures qui étaient très à la mode, et donc ça a nécessité donc, ces épingles qui étaient ensuite oubliées, abandonnées. Alors, cette coupe en verre a été découverte ici, dans l'habitat qui était très proche de l'amphithéâtre. C'est une coupe assez exceptionnelle parce qu'elle comporte un décor de poissons, peut-être des dauphins, on ne sait pas exactement. Et en tout cas, ce décor a été gravé dans la coupe elle-même. Juste à côté de l'amphithéâtre, Thierry, qu'est-ce qu'on découvre là? Alors, on s'est rendu compte que la voie qui permettait de mener à l'amphithéâtre était jalonnée par des habitats. Ces habitats avaient souvent une façade sur rue et puis à l'arrière des jardins avec des bassins, des citernes qui permettaient en fait de stocker l'eau. Donc on en a retrouvé comme ça un certain nombre derrière ces bâtiments. Et là, c'est pas les commerces dont vous parliez tout à l'heure, là, a priori, c'est Non, des... a priori, c'était des habitats des habitats standards en quelque sorte, qu'on retrouve ici. Donc, plutôt dans une zone correspondant à la sortie de Grand, puisqu'on est le long d'un axe, un axe est-ouest, qui permettait de se rendre à l'intérieur de l'enceinte, à l'intérieur de la ville de Grand. Voilà Thierry, ben, on est revenu au centre du village. Déjà, je vais en profiter, je suis en train de filmer un puits. On va signaler, il y avait 300 puits, c'est ça, dans la région? Voilà, il y avait, au niveau du village même, hein, il y a 300 puits. Alors, ces puits, ce sont des puits en eau, mais ce sont aussi des citernes, ce sont des regards qui alimentaient tout un réseau souterrain. Ce réseau souterrain converge ici, donc, au niveau de l'église, et on pense qu'il devait alimenter, réguler un bassin. Mais pour l'instant, on n'en a pas de preuves tangibles. Comme je le disais tout à l'heure, on a une réoccupation donc, lors de l'Antiquité, lors du Moyen-Âge de cet emplacement, et sans doute une réutilisation des blocs, des bâtiments publics qui jalonnaient la ville. Donc quelques-uns de ces blocs, vous voyez, quand on voit ces gros modules, ces blocs de grande taille, eh bien, on peut légitimement penser que certains ont été récupérés ou bien du rempart de l'agglomération, ou bien de l'amphithéâtre, ou bien des autres bâtiments publics de cette agglomération, et notamment des temples. On n'en a pas encore parlé, mais on avait forcément en fait des sanctuaires ici, comme dans toute ville. Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on fait quoi, 200 mètres de l'amphithéâtre à l'église et on voit une évolution de la civilisation en quelques minutes, quoi. Finalement, on passe d'un amphithéâtre à une église. Voilà, eh bien, c'est un petit peu ce télescopage des époques hein, qui caractérise toute ville romaine qui est réoccupée par la suite. Mais là, on est dans un village. C'est vrai qu'après le IVe siècle, il y a une déprise urbaine sans doute très, très conséquente. Et finalement, j'ai parlé tout à l'heure de 60 hectares, mais dès le 5e siècle, cette surface a dû se réduire considérablement. Au Moyen-Âge, on ne sait pas exactement quelle était la taille de Grand, mais en tout cas, quand on voit aujourd'hui la taille plutôt restreinte du village, eh bien, on peut penser que même au Moyen-Âge, c'était une ville assez réduite. Je le dis encore une fois, il faut inviter les gens à venir à Grand parce qu'il y a des tas de choses à découvrir. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Parce que c'est vraiment très très beau pour le coup. Alors, on a ici rassemblé pas mal d'objets de la vie quotidienne qui ont été perdus, notamment donc ces épingles, ces aiguilles et cette magnifique épingle à cheveux, donc avec un petit buste féminin, Dédé, et dessous donc des facsimilés, des tablettes zodiacales de Grand. Alors ça fait partie des objets les plus remarquables, les plus insolites aussi, trouvés à Grand, puisque ces tablettes donc, ont été trouvées en petits morceaux, très fragmentés, au fond d'un puits. Et sur ce facsimilé, on a pu réaliser en fait la copie de l'ensemble et donc restituer les parties manquantes. Donc, en particulier, les dessins des 12 signes du zodiaque
qui donnent donc à ces tablettes leur nom. Ces tablettes donc ont sans doute été abandonnées dans ce puits au second siècle, et c'est l'un des témoignages les plus anciens, à la fois de la pratique astrologique et divinatoire, peut-être aussi lié à des pratiques médicinales, les deux étant étroitement liés dans l'Antiquité. Et ça relève quand même de l'œuvre d'art, hein. Quand on voit la finesse des dessins et, je sais pas, le temps qu'on a dû passer à sculpter tout ça, c'est magnifique, hein. Oui, tout à fait. Alors là, sur ces facsimilés, puisque les originaux sont au musée départemental à Épinal, sur ces originaux, on voit quel est aussi le détail de la gravure, puisque à l'origine c'était de l'ivoire, et on a donc des personnages qui sont représentés avec beaucoup de détails. Voilà Thierry, je vous le redis encore une fois, mais c'est impressionnant parce que qu'est-ce qu'on est en train de découvrir et puis je vais vous demander de nous rappeler de quelle époque ça date quand même. Alors là, on a tout un ensemble d'objets organiques qui ont été trouvés dans les puits de Grand et qui datent essentiellement du second, troisième siècle de notre ère. Donc ce sont des objets qui paraissent finalement très, très récents, mais ils datent de cette période et doivent leur conservation à la présence de l'eau. Donc on a là par exemple des noyaux de pêche qui ressemblent beaucoup, hein, évidemment à nos noyaux contemporains. On a juste à côté des noisettes, on a des cerneaux de noix et on a même ici des petits pépins de melon. Alors, ça a étonné en premier lieu les archéologues, des melons ici à Grand au 1er siècle de notre ère. Et oui, ça a été une découverte assez exceptionnelle pour démontrer qu'on élevait sans doute, on a fait pousser des melons en fait sous nos latitudes. Et ça fait partie des espèces qui ont été importées de la Méditerranée. On a également dessous d'autres témoins, là, tout simplement des objets en bois qui eux aussi ont été conservés parce que noyés dans l'eau en quelque sorte pendant des décennies. Grand, vraiment recèle de tas de surprises. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Parce qu'on a vu l'amphithéâtre déjà impressionnant, mais ici, ça bat peut-être aussi, hein, finalement. Dites-moi ce qu'on voit. Alors, nous sommes devant la mosaïque de Grand, qui est un peu le joyau de cette ville. C'est une mosaïque qui a été découverte dès le 19e siècle, en 1883, et en quelque sorte, c'est elle qui a fait la réputation de Grand. Cette mosaïque de 232 mètres carrés, donc en plus c'est une des plus grandes de l'Empire romain, cette mosaïque ornait un bâtiment dont la fonction reste un petit peu mystérieuse. On ne sait pas si c'était une basilique, alors dans le sens de bâtiment à usage essentiellement civil, pour régler l'administration tout simplement de la cité, ou si ce bâtiment avait d'autres fonctions. Parmi ces autres fonctions, on peut penser à une fonction religieuse, donc une fonction de temple, tout simplement, ou peut-être aussi une salle de réception pour une corporation, pour une association. On sait qu'elles étaient très puissantes dans l'Antiquité. Alors, en tout cas, une chose est certaine, c'est que la mosaïque, les marbres aussi qui recouvraient les murs de ce bâtiment, qui est très important aussi au niveau de sa taille, lui donnaient quand même un aspect très prestigieux. Donc c'était sans doute l'un des bâtiments les plus importants de toute la ville. Et ce qui vous pose un petit peu plus question, c'est aussi les figures qu'on peut découvrir, hein. Je sais qu'il reste quoi, un tiers peut-être de l'œuvre au centre, et les animaux autour aussi. Vous pouvez nous en parler? Alors c'est une mosaïque qui nous est parvenue dans un état de conservation relativement bon. Malgré tout, la partie centrale a subi sans doute l'effondrement de la toiture. Donc, manque de chance, effectivement, on ignore quelle était exactement la représentation, la scène qui était figurée au niveau du tableau central qu'on appelle l'embléma, où on distingue juste deux personnages qui discutent. Alors, un spécialiste de mosaïque, Jean-Pierre Darmon, a mis ça en relation avec d'autres représentations dans l'Empire romain qui suggèrent aujourd'hui qu'il pourrait s'agir de la représentation d'une comédie grecque du 5e siècle avant notre ère, Ménandre, l'apparition ou le fantôme.
Et les animaux autour, alors, parce que c'est vraiment à mettre en parallèle avec l'amphithéâtre, hein, du coup. Oui, ces animaux, effectivement, sont là pour nous rappeler que dans l'Antiquité, on avait des espèces qui étaient importées, comme ici le tigre représenté ou une panthère, mais aussi on avait des espèces indigènes qu'on pouvait donc retrouver dans les chasses qui étaient organisées dans l'amphithéâtre. En particulier un sanglier, qui est un animal un petit peu emblématique, hein, des forêts des Vosges, et puis également donc un ours ou un gros chien. Bon, c'est là où on a quelques difficultés à identifier exactement l'animal qui est représenté de par ses proportions. Voilà Thierry, déjà on tient à vous remercier de votre accueil parce que c'était vraiment un grand plaisir de découvrir Grand dans les Vosges donc. Je vous laisse nous annoncer quelques manifestations du coup parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la région, hein. Alors, on peut effectivement revenir cet été, donc nous aurons des animations, en particulier donc à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, le 18 et 19 juin prochain, avec donc la Cité des Leux, qui est une association qui va proposer un certain nombre de reconstitutions historiques, et aussi du théâtre, hein, par la compagnie Scald. Donc ça, c'est le 18 et 19 juin prochain. Et on a également du cirque contemporain qui sera présenté dans l'amphithéâtre le vendredi 22 juillet. Voilà. Et on peut retrouver l'ensemble du programme sur le site vosges.fr.